J'ai rien contre les labos. J'ai contre le marketing des labos. Heureusement qu'on a des laboratoires pharmaceutiques pour avoir des médicaments efficaces, pour avoir des antibiotiques qui marchent. Bon, mais heureusement. Mais le grand problème, c'est qu'il y a actuellement une perversion finalement par le gigantisme qui les amène à finalement orienter presque une politique de santé. Il y a un manque de courage des médias. Il y a surtout, à mon avis, moi je crois que c'est la domination financière des annonceurs. La nicotine, ça coûte actuellement, si vous l'achetez chez Fluca, qui est une entreprise mondiale de produits chimiques, ça coûte 440 € le litre. Or, avec les 0,8 mg de nicotine que va vous donner une cigarette, ça représenterait, puisque 1 milligramme, il y en a 1 million dans un litre, ça représenterait 1 200 000 cigarettes, c'est-à-dire qu'avec 1 €, vous pouvez faire le calcul, vous achèteriez 143 paquets. Oui, il y en a un qui est quand même, il y a du papier, mais ouais. Tout à fait. Moi je parle de la quantité de nicotine. Vendre de la nicotine pour aider les gens à arrêter de fumer, ce qui n'était pas une mauvaise idée, je dois le dire, ça ne marchait pas. Alors, ils ont monté un canular fantastique. Ce canular fantastique, voilà, c'est ça. Nicotine Addiction. Rapport du Surgeon General américain, 1988. Ce rapport, il fallait quand même le faire, parce que moi, des tobacco addiction, des addictions à la cigarette, alors là, c'est tous les jours, c'est pas la peine de chercher. Des dépendants de la nicotine, j'en cherche encore. Ça fait 200 ans qu'on connaît la nicotine. Eh bien, permettez-moi que de trouver une drogue à 440 € le litre. Il n'y a pas une drogue à ce prix-là. Personne ne s'est jamais shooté à la nicotine pure. Jamais il n'y a eu de trafic de nicotine. Il y a une dépendance au tabac extraordinaire. Il n'y a pas de dépendance à la nicotine. Pas du tout, un petit peu. Pas du tout de dépendance à la nicotine. Quand vous regardez par exemple des gens qui étaient des dépendants formidables au tabac, qui se sont arrêtés en utilisant par exemple des patchs, s'ils étaient dépendants à la nicotine, vous trouveriez au bout d'1 an des gens. Vous savez quel est le pourcentage de gens qui continuent à se mettre des patchs? 1%. 1% qui continuent à se mettre des patchs au bout d'1 an. Au bout d'1 an. Ce qui n'est pas énorme. Non. Des gommes à la nicotine. Vous savez combien il y en a qui continuent au bout d'1 an, après avoir arrêté de fumer, qui continuent à mâcher des gommes à la nicotine? Alors là, il y a la mastication, bien sûr. Et on sait très bien, il n'y a qu'à regarder les masséters de quelques Américains qui mâchent du Hollywood chewing gum, qui a un tic masticatoire. 7%. Eh ben, je vous garantis que si je faisais un inhaleur ou des gommes à l'héroïne pour sevrer des héroïnomanes, j'en aurais plus de 7%. J'ai jamais réussi à obtenir que des rats appuient sur des pédales pour s'injecter de la nicotine.
On met une pédale, quand on appuie sur la pédale, ça fait marcher une seringue. Avec la cocaïne, mais 300 fois par jour, ils y allaient, la nicotine jamais. Il n'y a pas la dépendance au tabac est formidable, la dépendance à la nicotine, non. Le nicotine addiction, pourquoi est-ce que en 1988 est sorti ce bouquin sous ce titre? Ils auraient intitulé Tobacco Addiction, The Role of Nicotine. Ils l'ont appelé Nicotine Addiction. Ça veut dire que déjà en 1988, ils étaient prêts à l'offensive et ils l'ont appelé substitut nicotinique. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé substitut nicotinique? Parce qu'ils ont voulu bénéficier de l'aura de la substitution aux opiacés. C'est-à-dire, vous avez un héroïnomane ou un morphinomane. Il est obligé de se réapprovisionner rapidement parce que l'héroïne s'en va rapidement de l'organisme. Vous allez lui donner un autre opiacé qui est la méthadone, qui, au lieu de s'éliminer en quelques heures, n'a diminué de moitié qu'en 24 heures. Donc, vous allez lui donner un apaisement relativement prolongé. Il suffit qu'il prenne sa dose toutes les 24 heures. Vous lui donnez un autre opiacé que le sien, avec des caractéristiques différentes qui vont lui permettre de se réinsérer dans la société, de ne pas passer son temps. Voilà. Mais là, si vous considérez que la nicotine est la drogue du tabac, si vous donnez de la nicotine à un fumeur, c'est comme si vous donniez de l'héroïne à un héroïnomane. C'est pas de la substitution, c'est lui donner sa drogue. Donc, qui en plus n'est pas le... Voilà. Donc c'est déjà abusif de parler de substitution nicotinique, puisque ce n'est pas une substitution, vous lui donnez le produit. Et de notre côté, cela présume quelque chose qui signifierait que la nicotine résumerait la dépendance. Or, elle ne le résume pas, les gens ne se droguent pas, il n'y a jamais de primo-drogué à la nicotine. Jamais quelqu'un ne va expérimenter avec des patchs ou des gommes. C'est toujours des gens qui étaient parfaitement dépendants. Bon, donc, c'est pas une substitution, et la preuve en est. La preuve en est avec le tabac oral suédois. Il y a autant d'utilisateurs, à peu près 40% des Suédois utilisent le tabac. Mais sur ces 40%, il y en a la moitié qui sont déjà passés au snus. Ils ne passent pas à la gomme. À la gomme, les gens n'aiment pas. Ils abandonnent. La durée moyenne, même quand elle est gratuite, la durée moyenne d'utilisation des gommes à la nicotine, c'est 21 jours. Le tabagisme passif, c'est un cheval de bataille qui, hélas, est en train de montrer son efficacité en désorganisant complètement la culture d'un pays, en désorganisant des professions, et dont les effets, en ce qui concerne la réduction du tabagisme, la réduction des dangers du tabagisme, à mon avis, seront plutôt pervers. Or, ce sont les mêmes anti-tabagisme qui ont réussi à obtenir le blocage, l'interdiction de vente du snus, qui est l'arme absolue contre le tabagisme passif. Parce que le snus, qui est cette espèce de tabac que les Suédois se mettent dans la bouche, il ne fait pas de fumée.
il ne produit pas d'oxyde de carbone. Il ne gêne pas le voisin. Si quelqu'un dans un restaurant va se mettre un snuff dans la bouche au moment où on m'apporte mon plat favori, je n'ai aucun grief à lui faire. La réponse, on pourrait bien la trouver dans le rapport Lifting the Smokescreen lui-même. Parce que quand vous regardez l'introduction de ce rapport, qu'est-ce que vous lisez? Alors je vous donne une traduction un peu libre. Vous lisez: dans les pays qui ont édicté et renforcé la législation, 73% de la population est en faveur de la loi. Ceci montre que le public désire cette loi. Bon, si vous avez une grande majorité de non-fumeurs, déjà, la majorité va se trouver très bien avec cette loi. Et vous y ajoutez aussi les fumeurs qui disent des fois, ça pourrait peut-être m'aider à m'arrêter. Hein. Donc, ils le désirent, bon. Et que les politiciens ne doivent pas avoir peur de soutenir et de voter des lois contre la fumée. Et en fait, ils ne le sont pas, comme l'a révélé la conférence pour une Europe sans fumée du 2 juin 2005. Tenue à Luxembourg, sous les auspices de la présidence luxembourgeoise de l'Union européenne et préparée par les organisations chargées de ce rapport, sponsorisé par GlaxoSmithKline et Pfizer. La conférence a réuni au niveau européen pour la première fois des organismes de santé, des chercheurs renommés, des représentants des employeurs des secteurs publics et privés de l'Europe, des syndicats, des inspecteurs de santé au travail, la Commission européenne et des politiciens pour débattre de la politique d'élimination de la fumée. Au total, 9 ministres de la Santé et de l'Emploi, plus l'ex-ministre de la Santé italien, parlèrent à cette occasion. Eh bien, à qui profitent donc les choses? Est-ce que réellement la Commission européenne, l'Europe, les ministres de la Santé ont besoin, pour s'acheter les sandwichs, du soutien de GlaxoSmithKline et Pfizer, qui sont les grandes multinationales pharmaceutiques qui fabriquent et vendent les médicaments pour s'arrêter de fumer? Bon. Les patchs, il n'y a pas photo. Ils disent de ce côté-là, les défenseurs de ce qu'ils appellent les substituts nicotiniques. Ils disent: ah oui, mais vous comprenez, il y a la mauvaise nicotine qui est dans les cigarettes et la bonne nicotine qui est dans les patchs et les gommes. Donc, ils sont même arrivés à dire: diminuez votre risque en continuant à fumer, mais mâchez donc une gomme à la nicotine pendant ce temps-là. Vous allez moins inhaler et vous allez augmenter, bien entendu, vous allez diminuer votre risque. Cela dit, entre un patch et une cigarette, c'est quand même moins dangereux le patch dans la mesure où on n'inhale pas de... À condition que vous ne preniez que le patch. Oui. Que vous ne continuiez pas à fumer dans le même temps. Mais actuellement, il faut voir ce qui s'est passé. Au départ, ils vendaient les gommes et les patchs avec ordonnance médicale. Ils se sont rendus compte qu'ils n'en vendaient pas assez. Le médecin n'était pas enthousiaste. Alors, ils se sont battus pour que, en France, ce soit vendu sans ordonnance. Vous allez chez le pharmacien, je voudrais des patchs, je voudrais des gommes, bon, voilà, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Mais avec ces produits-là, qui font au mieux 1,6 fois le résultat du placebo, bon. Avec ces produits-là, normalement, ce qui les a poussés à passer sans ordonnance,
c'est qu'à partir du moment où vous avez un médicament du domaine public, vous pouvez faire de la publicité. Donc vous avez vu de la publicité pour les gommes, pour les patchs, sur les culs de bus, à la télévision, etc. Mais à partir du moment, théoriquement, d'après le code de la sécurité sociale de santé publique, à partir du moment où vous faites de la publicité pour un médicament, il ne peut plus être remboursé. Eh bien, ils sont arrivés à obtenir que la sécurité sociale donne 50 € par an et par fumeur pour utiliser des médicaments pour lesquels ils peuvent continuer à faire de la publicité. J'appelle ça un pillage organisé de la sécurité sociale.